Il y a un adage que j'adore, qui consiste à dire « le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui ». Est-ce que l'amour avec un grand A existe-t-il encore ? Pourquoi certaines relations sont intenses un temps et s'essoufflent vite quand d'autres traversent les années ? Quand on recherche des compatibilités, tu vas mettre en adéquation une demi-douzaine de paramètres. C'est comme un orchestre avec plein de musiciens, il faut voir comment chacun joue. Avec Jean-Yves, astrologue passionné, on explore les schémas amoureux et la compatibilité amoureuse. Que se joue-t-il vraiment quand deux mondes se rencontrent ? Est-ce que l'astro aurait pu éviter de nombreux divorces ou permettre à des enfants de vivre dans un foyer plein d'amour ? Le but premier de l'astro, c'est travailler sur son potentiel et ses talents. Et effectivement, la communication dans l'interaction, c'est l'élément le plus fondamental. Comment éviter les incompréhensions, les blessures et créer une relation plus consciente, épanouissante et harmonieuse ? Dans cet épisode, on questionne nos croyances sur l'amour et on met en lumière les zones d'incompatibilité qui fragilisent beaucoup de relations. Je vais me faire des ennemis si je dis ça, mais ok. Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Jean-Yves. Salut Jean-Yves. Bonjour Lily, bonjour à tous. Bonjour, ravie de te retrouver aujourd'hui. Je suis venue te voir, alors on a plein de choses qu'on a envie d'aborder ensemble. L'intention aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer avec toi les relations parce qu'avec ton métier et avec toutes les consultations que tu as faites, tu as pu rencontrer des milliers peut-être de personnes et de profils différents. Donc j'aimerais beaucoup récupérer aujourd'hui ton expertise, ta vision et en fait toutes les similitudes que tu as pu voir, que ce soit dans les parcours, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les schémas, que ce soit dans ce qui a pu se jouer et du coup nous partager un peu une grille de lecture à la fois un peu psychologique et à la fois faire le lien à chaque fois avec l'astrologie en nous donnant des exemples. Mais pour introduire cet épisode, est-ce que tu peux nous partager toi aujourd'hui avec ton regard, avec ces milliers de personnes que tu as vues, qu'est-ce que tu pouvais observer dans les tendances au niveau des relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou même amicales? Est-ce que tu as des faits presque sociologiques, j'ai envie de dire? Pour que vous puissiez comprendre un maximum d'éléments sur vous et sur votre compatibilité, je vous invite à aller en direct, à aller sur AstroThème, rentrer vos indications, faire votre thème astral et regarder en même temps que Jean-Yves donnera les indications, votre carte du ciel. En fait, tu as deux catégories de systèmes de pensée. Tu as ce que j'appelle les planètes de prise à la réalité. Je fais juste une petite parallèle avec l'astro. Ouais. Les planètes de prise à la réalité, avant tout, c'est Soleil-Mars. Soleil, l'enjeu de chasse. Mars, la musculature, le Saturne, l'action. Tu vois, Soleil-Mars. Je me fixe un objectif et je retrousse les manches pour y aller. Soleil et Mars, c'est un beau duo, ça. J'ai un cap, j'ai une mission, j'ai un terrain de chasse. Est-ce que j'ai les moyens d'y arriver ? Tu vois, tu as une première adéquation. Et puis après, tu as l'autre adéquation sur l'intime, c'est un autre couple, Lune et Vénus. Okay. Lune, ton histoire, ton enfance, tes besoins profonds, ta partie névrotique dont je parlais tout à l'heure. Et puis Vénus, la façon dont tu t'y prends dans ton lien aux autres pour aimer, être aimé. Ouais. Et en fonction du signe que tu as dans Mars ou dans Vénus, ça va donner des indications sur ces deux choses-là. Exactement là. Et si on se cale sur la vie amoureuse, qui est quand même mon enjeu numéro 1, 80% des demandes que j'ai 80% de femmes et 80% de demandes affectives, tu vois, ça fait un croisement important. Hein. Est-ce qu'on est compatible, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Et quand c'est ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Exactement. Et quand on recherche des compatibilités, après je répondrai à la question de fond, mais pour donner l'ossature, tu vas mettre en adéquation une demi-douzaine de paramètres. C'est-à-dire que c'est comme un orchestre avec plein de musiciens, il faut voir comment chacun joue. Tu mets deux orchestres l'un à côté de l'autre, où est-ce que ça harmonie ou pas ? Est-ce que les violons s'harmonisent ? Est-ce que les pianistes s'harmonisent ? Est-ce que les grosses caisses s'harmonisent ? Est-ce que le chef d'orchestre a le même rythme que l'autre ? Tu vois, c'est ça qu'il faut estimer. Parce qu'on dit, par exemple, on avait fait une interview ensemble, je sais à l'expérience que, par exemple, les signes de terre et les signes d'eau se marient mieux, et les signes de feu et les signes d'air se marient mieux. Ça, c'est un basique, mais c'est un basique qu'on ne peut pas réduire à sa plus simple essence, parce que c'est beaucoup plus riche, en fait. Prenons un exemple très concret. S'il y en a un qui a un soleil en terre et l'autre le soleil en eau, tu vois, terre c'est taureau, vierge, capricorne et l'autre c'est en eau c'est poisson, cancer et scorpion, tu vois, il y aurait une combinaison sur un élément. Mais si par exemple les lunes sont pas dans le même élément, tu te dis tiens, ça marche plus ton truc là.
Ben oui, effectivement, on a regardé que par un petit œil de la lorgnette, on n'a pas vu l'ensemble. Et c'est pareil pour les Vénus. Donc là, maintenant, en réponse à la question sur les Vénus, je regarde où est la position de Vénus natale, et j'ai remarqué statistiquement que les profils ayant Vénus qui se distinguent du Soleil, il faut bien comprendre ça. Vénus est une planète qui est différente du signe solaire. Oui, parce que les gens qui ne connaissent pas, ils vont penser que je suis vierge, donc en fait, je suis vierge partout. Exactement. Mais en fait, non. Ils font une tautologie, alors qu'au contraire, tout est différencié. Par exemple... Et ça, c'est sur sa carte du ciel qu'on peut le voir. Sur sa carte du ciel individuelle. Il faut savoir que Vénus ne se sépare jamais plus de 48 degrés du Soleil. Donc, si tu es vierge, par exemple, tu peux avoir une Vénus en Cancer, en Lion, en Vierge, en Balance ou éventuellement en Scorpion. Tu vois, il y a 5 hypothèses déjà. 48 degrés, c'est un signe et demi, en fonction de si tu début de signe, fin de signe, tu vois, tu réduis un peu, il y a 5 hypothèses de Vénus. Et à chaque fois, tu pourras avoir des objectifs, une façon de gérer ta vie, des ambitions, une façon d'être réaliste, d'être connecté au monde extérieur avec des enjeux lucides ou moins, tu vois, mais tu vas aimer de façon bien différente. Donc oui, en fonction de ton signe astro en Vénus, ça va te donner des indications sur ta manière d'aimer. Sur ta manière d'aimer. Et du coup, c'est quoi les différentes manières d'aimer ? Alors, je reprends les 4 catégories centrales pour donner une idée. Quand tu as une Vénus dans un signe de feu, par exemple Bélier, Lion, Sagittaire, ce sont des profils chez qui la tendance à aller dans le passionnel est beaucoup plus dense, beaucoup plus intense. Donc, ce sont des profils qui ont plus de chances à un jeune âge, entre 15 et 25 ans, plus que d'autres, à vivre des relations particulièrement puissantes, denses, intenses. Et donc, le risque étant que plus tu vis jeune une passion dense, intense et puissante, plus tu risques qu'elle soit courte. Parce qu'il y a une sorte d'antinomie, ça c'est sur 30 ans de métier, il y a une sorte d'incompatibilité entre intensité et durée. Ça ne marche pas. Dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. On travaille. Brûler la chandelle par les deux bouts, c'est ça. Plus tu es dans le passionnel, moins c'est pérenne. Et ce qui marche le mieux, je vais donner tout de suite la clé, c'est les amitiés amoureuses. C'est prendre le temps de s'apprivoiser, prendre le temps de se connaître, avec du recul. Entre 20 et 25 ans, là, les hormones sont au max. Tu te déploies au maximum dans tout ce que tu peux donner de toi, à fond, à mort, parce que hormonalement, on est des mammifères avec une prédisposition à nous reproduire. Donc, ces montées hormonales nous poussent à nous reproduire, nous poussent à nous rapprocher, nous poussent à y aller avec intensité. Donc, tu me croises ça avec le jeune âge, 15-25, plus des Vénus dans des signes de feu, là, tu as double impact. Là, on saute en fait du 15e étage, quoi, et on y va. On y va franco à maxima. Donc, souvent, ce sont des profils qui ont plusieurs expériences amoureuses. J'ai l'exemple type j'ai eu à une époque beaucoup de clientes avec Vénus en Bélier. Ça m'avait marqué. Elle m'appelle en me disant « J'ai rencontré Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ?» Attention, je l'adore, déjà c'est conditionné. Alors Pierre, il est formidable, il a ci, il a ça. Je dis « Peut-être faites gaffe, le brusquez pas trop. » Voilà. Et puis 6 mois plus tard, elle m'appelle. Je lui dis alors avec Pierre, bien non, c'est un con. Mais j'ai rencontré Jacques. Vous en pensez de quoi de Jacques ? Et maintenant, vous en pensez de quoi de Jacques ? Donc c'était rigolo. Donc ce sont des profils qui ont plus 10 vies en une en quelque sorte. Qui ont tendance à y aller, à retourner, exactement. À changer. Et du coup, le virage de la vie quand tu passes la quarantaine ou la cinquantaine encore plus fait que ces profils qui ont une tendance puissante à aller vers les relations passionnelles risquent de se trouver fort dépourvus quand la bise fut venue. Tu vois. Donc une des clés pour eux, ce serait d'essayer de pacifier, d'apaiser, d'être moins dans la passion avec les années. Tu vois, vraiment, mais c'est contre-intuitif chez ces profils passionnels. Mais à la fois, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de le vivre pour... Exactement. C'est leur nature, donc ils vont renouveler. C'est ça. Ils vont voir jusqu'à peut-être atteindre une certaine insatisfaction. Alors, le risque de l'insatisfaction chronique, il est puissant. Parce que avec les années, les enjeux sont différents. Encore une fois, les pulsions hormonales, tous les mécanismes physiologiques font que l'intensité, à un moment, va décroître. Tu vois, quand comme moi, tu arrives à la soixantaine, tu n'es plus dans la passion, tu vois, tu prends plus ton temps, tu aimes bien les choses tranquilles, tu aimes bien être apaisé, etc. Donc, oui, dis-moi. Et les différents, du coup, moi je suis curieuse pour les autres, les autres éléments, comment ils aiment. Les Vénus en signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, sont des Vénus qui ont besoin de prendre leur temps, justement. Sont des Vénus qui ont besoin de toucher tranquillement, goûter, apprivoiser, avoir le ressenti que ça va être concret, que ça va être pérenne. Donc ils tombent moins vite amoureux. Mais quand les racines sont profondes, ils vont avoir beaucoup plus de mal à se déconnecter, tu vois, parce qu'ils auront engagé de l'énergie là-dedans.
Ils auront visualisé, pronostiqué. Oui, donc pour eux, une rupture peut être peut-être beaucoup plus douloureuse aussi. Beaucoup plus douloureuse, tout à fait. Parce qu'il y a une perte physique chez la Terre. Vénus, Taureau, Vierge, Capricorne. Chez eux, une rupture, c'est compliqué. Parce que surtout si on a pris le temps de s'habituer à se rôder, à se pratiquer. À se connecter, à se toucher, à faire des trucs ensemble. Enfin, tu vois, c'est une espèce de profondeur. De profondeur tactile, concrète. C'est le contact physique. C'est matériel, quoi. C'est matériel, absolument. Après, la troisième catégorie sont les Vénus en signe d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Les Vénus en signe d'air, c'est une relation qui, naturellement, va être portée vers l'amitié amoureuse. Parce qu'on n'est plus dans le feu de la passion, voire l'ego de la passion, on n'est plus dans le besoin de posséder de la terre, on est davantage dans un besoin de mobilité intellectuelle et humaine, de liberté réciproque, d'apaisement de l'échange. Tu vois, par exemple, une Vénus en Gémeaux, ça va être une Vénus qui a besoin d'énormément de communication. Si tu lui parles, tout va bien. Si tu lui parles pas, c'est l'horreur. Une Vénus en Balance, si tu l'engueules, ça va pas, parce qu'elle aura tout fait pour apaiser l'ambiance. Une Vénus en Verseau, si tu commences à lui dire non, tu sors pas, non, je veux pas que tu vois ce copain-là, non, tu vois, si tu l'envahis, si tu l'étouffes, c'est mort. Il va se sauver, mais pouf, c'est l'oiseau sur la branche. R, c'est vraiment... ça, il y a un truc très... ça reste fluidité, quoi. C'est une fluidité, une sorte de légèreté, je dirais. Alors, on peut aussi dire chez les Vénus en signe d'air, loin des yeux, loin du cœur, tu vois, parce que il y a beaucoup moins cette dépendance. Je fais une courte pause dans votre écoute pour vous parler d'un service que nous proposons avec Raphaël, mon associé, qui est créateur de contenu, et ensemble, nous aidons les personnes qui ont envie d'avoir plus d'impact et de visibilité sur leurs réseaux sociaux à pouvoir le faire. Donc si jamais ça t'intéresse, si jamais tu as ce besoin par rapport à ton activité, par rapport à ce que tu crées, que tu en as marre de créer sans résultat, prends rendez-vous avec nous, c'est gratuit. Ensemble, on prend 1 heure, on analyse ton contenu, on analyse qui tu es, on te fait du retour, on te donne des conseils. Gratuitement ? Gratuitement. Parce qu'on est des gens gratuits. Prends rendez-vous dans le lien en description et je te laisse avec la suite de l'épisode. C'est hyper intéressant parce que du coup là tu nous as donné en fonction de donc en Vénus notre signe va venir colorer notre façon d'aimer. Colorer notre façon d'aimer. Est-ce que du coup il peut y avoir parce que dans l'amour, dans les relations intimes, ça vient forcément faire ressortir des choses que nous avons profondément en nous. C'est d'ailleurs dans les relations intimes qu'il y a notre profondeur qui ressort. Absolument. Est-ce que tu remarques... On va faire le lien avec la Lune, qui est le deuxième paramètre, mais avant, je voudrais, si tu veux bien, que je termine le 4e élément, qui est l'élément... Ah, on en a oublié un. Pardon, les os. Tu as encore une 4e catégorie de façon d'aimer. Encore une fois, je polarise sur les Vénus. Il faut vraiment avoir ça en tête, qui est un additif au Soleil et à la Lune. La Vénus en signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, sont des Vénus. Et l'eau, c'est l'imaginaire. L'eau, il y a beaucoup plus de subjectivité. Tu vois, la Vénus en Cancer a réputation de mettre une fois qu'elle a eu ses enfants, elle est beaucoup concentrée sur ses enfants, beaucoup moins sur la vie de couple, statistiquement. La Vénus en Scorpion, c'est très particulier. Vénus en Scorpion, c'est peut-être de toutes la plus passionnelle, mais qui s'enracine dans l'autre encore plus que les signes de terre. C'est vraiment le besoin de passion physique, là, j'ai peur qu'on m'échappe, tu vois, c'est très intense, les Vénus en Scorpion. Les morts, les pertes chez Vénus en Scorpion, secteur du ciel où c'est mourir pour renaître, ont beaucoup plus de mal on a plus de mal à s'en dégager, tu vois. Il y a beaucoup de profils qui vivent une expérience très intense et du coup ils n'aiment plus jamais aussi fort après. C'est un grand classique ça chez Vénus en Scorpion. Et les Vénus en Poisson, c'est les romantiques. Les romantiques dans le sens où il part 6 mois in love total. Le jour où il rentre, au bout de 3 semaines, il dit bah non, j'arrête de rêver. Mais c'est des natures très altruistes, les Vénus en Poisson. Donc l'eau, l'imaginaire prend le dessus. Si tu coupes leur imaginaire, il n'y a plus d'amour. Il y a une part de subjectivité dans l'affect avec les Vénus en signe d'eau. Et maintenant, toute la subtilité, c'est de paramétrer... C'est des poètes un peu, non ? C'est un aussi, truc très poétique, très Poisson, merveilleux. Dans le rêve, l'idéalisation. Tout à fait. Mais c'est des Vénus très douces, les Vénus en Cancer, les Vénus en Poisson, elles sont très attachantes. Et après, la subtilité, encore une fois, c'est très facile de faire de l'horoscope collectif, j'en fais depuis longtemps, mais dès que tu veux faire des choses un peu plus sérieuses, tu vas chercher
tous les éléments qui composent un ensemble, c'est un orchestre en fait. Et quand tu cherches la vie amoureuse, qui est quand même l'enjeu majeur de nos vies, tu paramètres l'équilibre qu'il y a entre la Lune, qui correspond à notre enfance et nos mécanismes profonds, et la Vénus, qui se différencie, mais qui est associée sur le concept, qui est notre façon d'aimer et notre besoin d'être aimé. Ok, donc si les gens devaient observer deux choses pour voir au niveau de la compatibilité amoureuse avec un nouveau ou une nouvelle partenaire, c'est vraiment regarder la Lune de la personne et la sienne, exactement, et la Vénus et la sienne. C'est le plus important pour la vie amoureuse. Après, quand on veut faire ça bien, on regarde majoritairement 6 paramètres majeurs. Quand je fais des synchronisations d'éléments, ce qu'on appelle des synastries, c'est un peu le terme technique, tu mets en adéquation plein de trucs. Très peu de gens font ça, à ma connaissance. Tu vas mettre en adéquation les 2 ascendants. D'accord. Ça te permet de calibrer quelle éducation consciente tu auras intégrée, ce qu'on appelle toutes les injonctions éducatives conscientes, bonjour, merci, au revoir, etc., vivre avec les autres, et la façon dont tu vas l'extérioriser. Par exemple, les ascendants signes de feu, on y est encore, sont des ascendants qui ont besoin de prendre de l'expansion, comme ça, il faut qu'on les voit. Tu vois. Les ascendants signes de terre sont plus discrets. Les ascendants signes d'air n'ont pas d'ego à vendre, donc ils sont très légers, ils ont plein de contacts faciles. Et les ascendants signes d'eau sont plus observateurs, plus intuitifs. Alors, imaginons un ascendant signe de feu dans un couple et l'autre qui a un ascendant signe de terre. T'en as un qui va occuper l'espace et l'autre qui va être plus discret. Donc, tu peux avoir... Si on accepte qu'il y en ait un qui prenne plus la lumière, ça ne pose pas de problème. Si c'est plus difficile pour l'un ou pour l'autre, en couple extérieur, quand on les voit, on les invite à dîner, il y en a un qui a peut-être occupé tout l'espace et l'autre qui va rien dire lors du premier contact. Et doit être marrant, toi, tes repas avec des amis. C'est drôle, j'adore ça. Forcément. Et après, tu regardes les conditions solaires, le soleil de l'horoscope. Si, par exemple, tu as un soleil en signe de feu, il va être très offensif ou actif dans la vie en général, et un soleil en signe d'air, lui, il va se dire, on va le laisser prendre le lead. Si c'est un soleil en signe de terre, il dit, attends, claque pas tous les sous, va pas trop vite, grille pas les étapes. Tu vois, il va y avoir déjà des différentiels. Tu vois. Après, c'est les lunes. Comment tu vis au quotidien ? Hyper important dans une relation de couple. Comment tu vis au quotidien ? Tu dis bonjour à quelqu'un, c'est l'ascendant. Tu travailles avec lui, c'est le soleil. Tu vis avec, c'est la lune. Tu vois le truc, la trilogie, ça c'est la structure. Vraiment, c'est imparable et incontournable. Et derrière, tu vas chercher ce qu'on appelle les outils. Et là aussi, tu mets les outils en adéquation. Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui aurait un Mercure en balance, qui est l'intelligence, Mercure, je parlais de Mercure, la communication, c'est majeur. Majeur, la communication, c'est l'interface. Un Mercure en balance va avoir une élégance du verbe, une délicatesse du propos, va rechercher l'harmonie, va rechercher le mot qui rentre dans l'oreille sans aspérité. Il y a une sorte de raffinement intellectuel. Tu vois. Beaucoup de poètes Mercure en balance, justement. Tu vois. Et qu'en face de lui, tu lui mets un Mercure en Capricorne ou un Mercure en Bélier. Ça s'est vu, Mercure Balance, Mercure Capricorne. Eh bien, ce sont des Mercures en Capricorne ou en Balance chez qui le verbe est offensif. Le verbe est guerrier. Parce que ça soit en Capricorne, en Balance ou en Scorpion, sont des secteurs du ciel qui sont gouvernés par Mars, l'offensive, l'attaque. Donc, ce sont des profils qui, au niveau du verbe, si tu les titilles, même si tu ne titilles pas d'ailleurs, dès qu'ils vont ouvrir la bouche, ils vont avoir une façon de communiquer qui va être dominante, agressive, intrusive, pushy. J'ai raison ou je passe en force. Mercure en Lion est un peu pareil aussi. Tu vois. Donc, ce sont des profils, ils sont compliqués à gérer pour les autres. Si tu as un doux Mercure, tu vois, tu vas encaisser. Mais si tu encaisses bien, ça marche bien. Le jour où tu encaisses plus, ça marche bien. Mais du coup, si tu mets en adéquation un Mercure Bélier, qui est un Mercure qui parle avant de réfléchir, et un Mercure Capricorne qui lui réfléchit, mais quand il est fatigué, il ne te loupe pas, tu te doutes que le risque de tension au niveau relationnel va être au maximum. Vraiment. Et il suffit d'avoir des Mercures en carré ou en opposition pour que la relation soit fichue au niveau relationnel. Parce que on pourra se toucher, être câlin, tout ça, mais en fait, on ne saura pas communiquer. Mais on ne saura pas communiquer, c'est la clé de voûte, la communication. C'est hyper intéressant ce que tu apportes parce que ça permet de se dire, en fait, il peut y avoir de l'amour, vous pouvez bien vous entendre de ce point de vue-là, mais en fait, pour pouvoir créer une vraie relation durable avec quelqu'un, il y a plein d'autres choses en fait, à prendre en compte, la manière de parler,
fait, la manière de se positionner dans le monde, d'interagir avec les autres, etc. Et c'est en ça que regarder tout les positions de ces différents signes vient donner une lecture beaucoup plus complexe. Beaucoup plus fine, que les combinaisons précise. solaires. C'est ça. C'est ça, tu vois. Donc, je les refais, les points qu'on va mettre en comparaison, c'est l'ascendant, l'image projetée, le soleil, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce qu'on veut griller, vivre 10 fois, 10 vies en une, signe de feu, les signes de terre thésaurisés, les signes d'air être libres, les signes d'eau être dans l'imprégnation profonde émotionnelle. Tu vois, déjà, c'est cette catégorie-là d'éléments. Et puis après, tu regardes ascendant, donc relation extérieure, soleil, est-ce qu'on va dans le même sens? Lune, comment on est ensemble au quotidien? Mercure, comment on communique? Vénus, comment on se connecte effectivement, physiquement même, tu vois? Et Mars, comment on fournit l'énergie? Tu vois, Mars, c'est redoutable. Tu as des Mars dans une position planétaire, parce qu'il y a une position planétaire chez chacun, je les mets en combinaison, et tu sais qui va prendre le lead. Ou plutôt, tu sais qui va bosser. Ouais. On en avait discuté dans notre épisode précédent où tu nous avais parlé de Mars. C'était intéressant de regarder au niveau du travail de professionnel. Exactement. Ça donne pas mal d'indications. Tout à fait. Mais donc, c'est hyper intéressant. Tu nous as partagé donc, les différentes manières d'aimer. Et donc, au niveau, tu vois, après, j'ai envie de dire des épreuves ou des étapes de vie, des étapes de la relation, des étapes de l'amour. Les étapes de la relation. Alors, on se doute bien qu'il y a des profils qui vont... Il y a les âges des planètes. Les âges des planètes, tu vas voir, c'est un peu singulier. La prime enfance, c'est la Lune. L'adolescence, c'est Mercure. La post-adolescence, qui est la vie amoureuse, en gros 16-25, c'est Vénus. C'est là où tu as le plus d'aptitude à aimer. Ok. Après, tu rentres dans l'âge de Mars. C'est là où tu retrousses les manches et tu commences à te battre dans la vie. Ouais, ensuite, prendre ta place, quoi. C'est ça. Trouver sa place vraiment en taffant, quoi. Et des personnes qui sont perdues, qui ne trouvent pas leur place. Je vais y venir, tu vois, après, derrière. Après, tu as l'âge solaire qui est autour de la quarantaine. L'âge solaire, c'est là où tu as l'autorité, tu es au maximum de ta puissance, de ta forme encore physique et de ton affirmation. Après, tu as l'âge du Jupiter qui est l'âge après 45, la bonhomie, où ça commence à être plus facile, où tu es plus bienveillant, tu es moins en conflit. Et puis après, passer 55 autour de ça, tu as l'âge de Saturne, où tu réalises que le temps t'est compté. Et tes fonctions à tout niveau commencent à se réduire. Donc, tu es dans l'économie. Tu vois, là, je viens de faire, tac, les 7 d'un coup importantes. Les différents cycles de vie. Exactement. Alors, par exemple, tu as des profils là où la Lune est puissante, Taureau, Cancer, qui, si la Lune est belle dans la naissance, chez ceux-là, attention, au-delà du signe solaire, tu as des profils qui seront d'éternels enfants sur le plan émotionnel. Parce que leur âge de réalisation maxima, c'est la Lune, c'est l'enfance. Tu as ce qu'on appelle les mercuriens, les ados. Les ados, c'est les Gémeaux et les Vierges, là où la planète Mercure est très puissante. Donc, ce sont d'éternels ados. On sera d'éternels ados. Curieux de tout, etc. Après, tu as les éternels charmeurs, les taureaux, encore une fois, parce que Vénus gouverne aussi le taureau, et les balances, sont les séducteurs. Attends, c'est quoi les séducteurs, t'as dit? Taureau-balance, là où Vénus est belle. Ok. Donc là, on regarde Vénus. Oui, on regarde Vénus, mais alors, j'ai précision, les planètes ont des endroits préférés. Les planètes, il y a des endroits où elles ont plus de talent que d'autres. Par exemple, Mars d'action est très beau en bélier. Donc, quand tu as Mars en bélier, tu as des gens super péchus. Quand tu as Mercure en gémeaux, tu as des gens super intelligents. Quand tu as Vénus en balance, tu as des gens qui sont la quintessence du charme. Tu vois ? Et à l'inverse, en fait, ça peut donner aussi des indications. Si tu as un signe Mars qui a l'air d'être quelque chose très travail, etc., si tu as un signe qui est plutôt relâché. Alors tu rentres dans un autre système d'équation qui est un truc que j'adore regarder, qui est l'adéquation besoin-moyen. C'est-à-dire que, comment te dire, faut qu'il y ait au moins autant, c'est une équation. Au-dessus, sur une barre d'équation, au-dessus tu mets les besoins, en dessous tu mets les moyens. Faut que ça soit inférieur à 1. Sur la logique de... Je m'explique. Si quelqu'un qui serait très lion, très bélier, très feu, très pour l'expansion, tu lui mets un Mercure pas terrible, il ne saura pas communiquer, une Vénus pas terrible, il ne saura pas aimer, et un Mars pas terrible, il aura un séquoia et un baobab dans chaque main. Et c'est quoi des pas terribles pour toi? Je vais me faire des ennemis si je dis ça, mais ok. Mais on va réfléchir, on va le déduire ensemble. Dans le sens où Mars planète de volonté, il y a plein d'endroits où il est neutre, donc il pose aucun problème. Mais par exemple, s'il est très fort en bélier, en face, en balance, il va être fragile. Les gens qui ont Mars bélier, si ça ne leur plaît pas, Mars en balance, en face,
Si ça leur plaît pas, ils fichent rien. Tu vois. Mars en Bélier, au contraire, c'est de l'énergie matin, midi et soir. Tu vois, Mars, l'action. Si Mars, encore une fois, est en Scorpion, où il a ces gens increvables, tu vois, pour moi, s'il y a 3 survivants au Titanic, c'est 3 Mars en Scorpion. Ça donne une idée, ils sont increvables. Et donc, en face, si tu le mets en Taureau, là où il va être en face de l'endroit où il est fort, ça va donner des profils qui, globalement, vont être plus à l'aise pour dépenser et prendre plaisir plutôt que de bosser. Ou alors ils vont être carottables, c'est-à-dire que tu vas les faire bosser s'il y a du résultat, mais sinon ça va être compliqué de les faire se remuer. D'accord, c'est le Mars plaisir en fait, donc il est antinomique avec sa fonction première. Et puis après tu as les Mars Capricorne, je les adore les Mars Capricorne, c'est des marathoniens, c'est des super bosseurs. Mais si tu mets Mars en Cancer en face, c'est de l'énergie qui est comme ça, en dents de scie. Tu vois, donc ce sont des profils, et c'est compliqué pour eux de gérer l'énergie. Mais du coup, comment est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour rééquilibrer? Par exemple, tu dis tu as donné l'exemple de la communication et un signe qui, par exemple, peut être dur, etc., violent, mais que la personne en face, elle, c'est compliqué pour elle de recevoir ces mots. Tout à fait. Est-ce que tu penses qu'un changement est possible de cette personne? Carrément. En fait, c'est une base, l'astro. Enfin, la façon dont je pratique. En fait, ça vient de donner des endroits. Là, tu pourrais bosser sur ça, en fait. Mais tu le tiens. On ne peut pas rêver meilleure approche de l'astro que celle-là. Le prévisionnel, c'est un casse-nez sans nom. C'est trop multifactoriel. 9 fois sur 10, on ne sait pas ce qui va arriver demain. C'est du bon sens. En revanche, le but premier de l'astro, c'est travailler sur ses outils. Travailler sur son potentiel et ses talents. Et effectivement, la communication, dans l'interaction, c'est l'élément le plus fondamental. Tu vois, au-delà du tactile, si, il y a le tactile, l'émotion, l'odeur, le contact, etc., qui sont les mécanismes les plus archaïques. Mais à partir où tu veux une pérennité, il faut se synchroniser. Attends, nous on pense comme ça parce qu'on est des vierges, tu vois. Nous, Mercure, chez nous, c'est notre truc. Mais plus tu vas affiner la qualité de la com, moins tu auras de problèmes. Mais effectivement, on peut travailler sur le sujet. Il y a plein de méthodes aujourd'hui, la communication non violente. Il y a un truc que j'utilise autant que faire se peut, c'est que si j'ai affaire à quelqu'un qui me balance des informations un peu de façon péremptoire, genre un Mercure en Lion qui a toujours raison, je vais encore me faire des copains, tu vois, ou un Mercure Bélier c'est celui qui parle le plus fort qui a raison, tu vois, des trucs un peu alors comme on tape ça. sur d'autres encore. Tu vois non mais c'est bien, en fait, mais à la fois c'est important d'entendre ça aussi des fois. Oui. Pour dégonfler l'ego. Exactement. Tu vois, mais la façon d'utiliser le verbe peut être incroyablement maladroite. Ou à l'inverse, un Mercure en Balance qui est tellement respectueux, délicat, ou un Mercure Cancer qui est tellement dans le sensible qu'il ne va pas oser violenter l'autre avec ses mots, son information risque de passer en demi-teinte, voire d'être inaudible. Tu vois, si je prends les deux extrêmes dans le raisonnement. Donc, dans les deux cas, c'est intéressant, mais de savoir comment fonctionne l'autre. Donc, la méthode, pour moi, c'est simple, c'est attends, tu viens de me dire un truc, voilà ce que j'ai entendu. Je te fais la traduction telle que je l'ai entendu de ce que tu m'as dit. Et dans la majorité des cas, en face, tu as l'autre qui dit, mais c'est pas du tout ce que je voulais te dire. Ah ben, on le refait alors. Et ça déballonne la tension. C'est pas con. Dans une reformulation pour pouvoir retrouver l'autre en fait dans ce qu'il dit et avant de parler de soi, essayer de d'abord dire je vais faire le chemin vers l'autre pour vraiment être sûr que je l'ai bien compris. Oui, mais ça tu parles avec ton Mercure en Balance qui par nature est très diplomate et cherche l'entente. Tu as des profils qui dans leur communication vont s'en servir comme instrument offensif. Mais en fait c'est intéressant, ça permet de capter en fait parce que forcément dans la vie et quand on vit sa vie, on a des biais en fait de réalité, de notre manière de percevoir le monde. Et en fait, c'est intéressant de se connecter à l'astrologie et notamment à tout ce que tu dis là pour se dire qu'il y a juste des fois des fonctionnements différents en fait. Tu vois, comme toi, tu dois être rempli de biais, de connaissances avec l'astrologie, à faire des liens dans tous les sens. Mais en fait, pour quelqu'un qui connaîtrait pas du tout l'astro, ça ferait pas sens. Non, ça fait pas sens. Donc, et parce qu'on se réduit à ce qu'on en a, à savoir les horoscopes, dont je suis premier à en écrire parce qu'il faut bien manger. Bien payé, sinon, acheter la formation comme ça, la formation de Jean-Yves. La quintessence du truc, c'est d'apprendre des fonctionnements simples, en fait. Et pour revenir, on parlait des cycles tout à l'heure. Oui, des cycles, absolument. Et les étapes, du coup, ce serait intéressant que tu nous partages, tu sais, des étapes, des épreuves, finalement, alors, que tu as pu voir revenir. Sur 30 ans de métier, j'ai 2 grandes écoles dans la vie amoureuse, 2 grands courants. Le premier courant, c'est la passion, tu vois, qui fait qu'entre 15 et 25, on a une relation très intense. Qui souvent, parce qu'on est jeune, parce qu'on est en construction, parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a des études, parce qu'on n'a pas encore l'autonomie dans la vie, parce qu'on n'a pas encore eu assez d'expérience aussi, fait que ce truc-là avorte.
en revanche, ça nous marque de façon profonde dans notre cheminement émotionnel. Donc, on va par la suite rencontrer quelqu'un d'autre avec qui, généralement, on va construire sa vie, réaliser un foyer, des enfants, etc. Mais sans l'élément passionnel, qui restera ce vécu comme un fantôme. Ah oui, le côté un peu boring, non ? Oui, évidemment, ça va être beaucoup un plus peu plan-plan. Plan-plan, voilà. Donc, j'ai une très, très large majorité de femmes qui ont connu entre 15 et 25 ans une relation très puissante, qui te marque au fer rouge à vie. On en sort pour 1000 bonnes, mauvaises raisons, parce que c'est trop jeune, parce qu'on n'est pas synchrone, parce que voilà. Et ensuite, on rentre avec le garçon sage. Mais avec le garçon sage, il est épouvantablement boring. On se fait chier. Mais totalement. Hein. Les patates de canapé, le soir, la téloche, le machin, le truc, les rituels, les routines. Et j'ai des femmes qui font, la majorité, elles font de 1 ou 2 gamins, voire plus parfois, avec ce type qui est rassurant, qui est gentil, qui est calme et posé, mais à qui elles s'ennuient, mais profondément. Donc les gamins grandissent, et parfois avant, et le mec il bosse, mais il n'est pas contrariant, il dit oui, ma chérie, il dit rien, tu vois, il est un peu moumou, dans le meilleur des cas. Hein. Parfois elles peuvent tomber sur un affreux, hein, ça existe aussi. Donc il y a un dilemme qui se pose entre 40 et 50, où très fréquemment elles disent j'en ai marre de cette vie, je passe à côté de ma vie, je regrette, ça n'a jamais le goût, l'odeur, l'intensité de ce que j'ai vécu avant, c'est pas le bon, hein, mais voilà, donc, c'est comme ça. Et on va casser le truc, hein, 50% des couples divorcent, et on va rechercher l'oiseau rare. Sauf que l'oiseau rare est un leurre d'entrée de jeu. Je l'ai vu, mais un cas sur deux, sur 30 ans de métier. Parce qu'on va idéaliser le profil qu'on a connu quand on était jeune, on va l'iconiser. C'est-à-dire qu'on va le mettre sur un piédestal, et tout ce qu'on rencontre derrière sera en dessous. Nul. Par principe, parce qu'on va l'idéaliser. Ça s'appelle un fantôme. Une relation affective sur 2 traîne dans sa besace un fantôme affectif qui est une pollution, parce que c'est un référentiel faussé, pour la simple et bonne raison que c'était un moment lambda de sa vie, où on était en intensité, parce que tout notre système circulatoire hormonal était hyper développé, qu'on a idéalisé ce truc, qui, par la suite, n'est plus pérenne, n'aurait jamais été pérenne, quoi qu'on fasse. Donc c'est un leurre, tu vois, il y a un décalage entre le rêve et la réalité. On arrive, je les récupère entre 40 et 50, parfois plus, et quand elles me connectent là, j'essaye de leur expliquer ce système-là, qui fait que ça marchera plus, ça ne sera plus jamais, sauf si c'est une Vénus Bélier. Elle va avoir 20 aventures pendant 3 mois avec des types, ça va être super intense, et puis elles vont renouveler tous les 3 mois, donc c'est pas grave. C'est un modèle amoureux, quoi. Un modèle amoureux de renouvellement passionnel et d'usure rapide, etc. Mais sauf qu'il arrive à un âge où ça marche moins bien. Tu vois, parce que c'est comme ça. Puis ça nourrit moins aussi, peut-être. Oui, il y a peut-être des parties qui ont besoin d'être nourries aussi et qui sont pas comblées, quoi. Peut-être. En grande partie, très certainement, absolument. Ça nourrit un manque, une carence, tout à fait. Et après, quand je les récupère, mon objectif, c'est de leur dire attention, vous avez grandi, déjà, il faut tuer le fantôme. J'ai l'exemple de... Comment tu le fantôme ? Comment je tue le fantôme ? Je fais un profil du bonhomme. Donc ça veut dire, pour tuer le fantôme, c'est-à-dire le mec, c'est le mec que la personne une amour de jeunesse qui a jamais été oublié. C'est ça. Et qui du coup gâche entre guillemets la vie d'adulte parce que idéalisé. Tout à fait. Alors je leur en fais des profils à coups de serpe et je sais très bien faire ça. Donc c'est quoi si tu fais le profil de la personne ? J'appuie sur tous les points faibles du bonhomme. Comme ça tu relativises. Mais c'est comme en fait quelqu'un qui est sorti de notre vie pendant un certain temps. Après on a tendance à oublier tous les mauvais. Si on est sain d'esprit, on garde que le bon. Tu vois, il y a une sorte d'élagage, nettoyage psychique naturel qui fait qu'on va garder le bon parce que c'est là-dessus qu'on va se construire. Et on oublie tout ce qui ne marchait pas. Donc tu réactualises tout ce qui ne marchait pas. Et un exemple type que je l'ai eu il y a quelques temps, quelqu'un que j'ai eu en clientèle, 45 ans qui divorce, exactement ce que je te dis, l'amour de jeunesse et le mari plan-plan dont elle s'est lassée, elle se barre. Les pauvres maris plan-plan. Pauvres maris plan-plan. On va leur dire des petits trucs après pour... exactement. Et moi, j'adore les maris plan-plan, mais c'est plus... Tu es un mari plan-plan ? Ah ouais, moi, je suis un mari plan-plan à mort. Moi. Mais moi, je communique beaucoup. C'est mon talent. Donc il faut avoir un point d'excentricité, en fait, quelque part. Exactement.
C'est le secret pour les maris plan-plan. Un peu d'humour, un peu de com, un peu d'écoute, Ouais. beaucoup de bienveillance surtout. Et voilà le cas. Elle m'appelle, 45 ans, elle a eu un amour de jeunesse fini, idéalisé, et elle vit avec son mari plan-plan, qu'elle a quitté parce qu'il était auto plan-plan. Et du coup, je lui dis, faut tuer le fantôme. Parce que tant que vous aurez le référentiel de l'icône de l'amour impossible de la jeunesse, il n'y a rien qui répondra à vos attentes. Je lui dis, qu'est-ce qu'il est devenu cet amour de jeunesse? Mais j'en sais rien. Je lui dis, avec les réseaux maintenant, Insta, Facebook, Faut aller allez stalker. voir. Et elle m'a fait un mail le soir en me disant, ça y est, j'ai tué mon fantôme. Il a pris 40 kilos, il est devenu chauve. Il raconte que des bêtises et des trucs radicaux sur Internet. Ce type est devenu une caricature de tout ce qu'il ne faut pas être dans la vie. Ça y est, il est mort là. Ouais. Mais si ça avait été justement un homme très séduisant, qui a réussi, qui rentrait dans ses critères, comment elle aurait tué le fantôme? Ça aurait été différent. Elle aurait peut-être continué d'y aller. Oui, mais la situation que tu évoques, c'est du 3%. Ok. Donc, pour toi, la manière de tuer le fantôme, c'est juste de regarder ce que la personne est devenue aujourd'hui? Ça aide énormément. Ok. Moi, je suis pour recréer le contact. Recontacter carrément la personne? Si on l'a sur les réseaux, on voit ce qu'il est devenu. Mais si parfois les réseaux, c'est trompeur. Il y a des gens, on ne voit pas. Hein. Il y en a, mais parfois, c'est pas mal d'aller prendre un café et de voir ce qu'il est devenu. Parce qu'on réalise vite à ce moment-là que les travers réapparaissent rapidement. Ok. Il faut crever l'abcès. Ok. C'est vraiment mon conseil. Ok, donc ça peut être un bon conseil pour toutes les personnes, et notamment les femmes qui sont dans ce cas-là, Enfin, je pense qu'il y a des hommes aussi qui doivent avoir... Oui, mais c'est majoritairement féminin, ce système-là. Ok. Et donc ça peut beaucoup aider pour les personnes qui ont du mal à passer à autre chose et à trouver l'amour, en fait, aussi, du coup. Exactement. Et alors là, on arrive... si je les emmène là, j'ai leur oreille, tu vois, déjà, pour les emmener jusque-là. Et quand on en est là... je propose le système qui consiste à aborder l'amour de façon complètement différente. Ouais. De mettre en place une relation d'amitié amoureuse. Ouais. Une relation d'amitié amoureuse, ça va être vivre avec son meilleur ami, en gros, j'exagère, mais c'est un peu l'idée, où on va moins chercher à sauter dessus tout de suite, tu vois, parce que ça, c'est des passions, mais à l'inverse, on va s'apprivoiser, on va se parler, on va expliquer nos parcours, on va expliquer ce qu'on a vécu, on va expliquer ce qu'on aime, on va expliquer ce qu'on n'aime pas, on va expliquer ce qu'on attend. Tout ça avec la bienveillance de l'amitié. Et à partir du moment où tu crées cette promiscuité, où tu crées ce partage, tu crées cet échange-là, vont se tisser naturellement des rapprochements et des liens qui seront beaucoup moins intenses, mais qui seront à la fois plus profonds et plus pérennes et solides. Pérennes, durables. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, ces petits couples là, qui sont âgés, qui se tiennent encore par la main à 70-80 ans, c'est ça, l'amitié amoureuse. En fait, c'est... Il faut quand même avoir de l'attirance pour... Oui. Alors, bien évidemment, s'il a un quintal de trop, qu'il est chauve, un tabouret tous les 3 mètres et qu'il dit que des conneries, c'est sûr que l'attachement va être réduit, tu te doutes. Mais au-delà de ça, il y a un minimum des gens parfois... Enfin, tu vois, à 20 ans, à 50, on n'a plus le charme des 20 ans. Faut être lucide. Et ça marche dans les deux sens. Donc, tu as intérêt à cultiver la gentillesse, une personnalité, un attachement, des attentions, de la douceur, des qualités humaines. Des qualités humaines. Oui, bien sûr. Et toi, tu as remarqué que les gens, plus ils tendent vers un âge avancé, plus en fait c'est ça qui va être regardé, valorisé plutôt qu'un physique ou tout à fait. Forcément, c'est ça coule de sens. C'est exactement ce que tu es en train de décrire. C'est-à-dire que plus tu avances en âge, plus sont les qualités humaines qui vont devenir prépondérantes. Sauf vraiment problème de laisser aller physique flagrant, tu vois. Mais si tu prends un peu soin de toi, tu prends des douches, déjà tu as gagné des points. Exactement. C'est vrai, c'est bête, hein, mais c'est exactement ça. Si tu t'enfiles pas 3 kilos de chocolat tous les soirs. Mais donc pour les personnes qui se questionnent justement sur cette thématique de l'amour, de la compatibilité, etc., en tout cas, aujourd'hui, ce qu'elles peuvent faire, c'est s'il y a un fantôme, tuer le fantôme, et venir travailler sur la simplicité. Sur ses qualités et sur aussi
que grâce à l'astrologie, par exemple, ou d'autres outils, mais en l'occurrence, toi, c'est l'astro, vient révéler comment est-ce que je peux améliorer mes capacités de communication si je vois que j'ai du mal, ou travailler sur ci ou ça. Travailler les capacités de communication, c'est l'enjeu fondamental, parce que c'est là l'interface, c'est le boulot de Mercure, l'interface, le lien, l'adaptation. Et puis après, faire émerger ses qualités humaines, parce que c'est quand même le truc fondamental. Il y a une étude américaine que j'avais adorée qui disait, je me redis peut-être un peu, mais le plus on avance en âge, plus on développe l'intelligence émotionnelle, avec une crête aux alentours des 70 ans. Tu vois que ça laisse un peu de la marge. Et la métaphore que j'utilise pour bien enfoncer le clou de ce raisonnement-là, c'est une chanson de Daniel Guichard, qui me sert de repère, de mémotechnique. Dans une de ses chansons, qui s'appelle Mon Vieux, où il raconte l'histoire de son père qui rentrait du travail dans son vieux par-dessus râpé, l'hiver, l'été, etc. Très, très riche et dense, cette chanson, en fait, de parents. À un moment, il lâche un truc. Il dit, à 15 ans, mon père voulait me voir, moi je n'étais pas dispo. À 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand. Ouais, c'est beau. Parce qu'on est auto-centré et notre richesse émotionnelle est en préambule, tu vois, en développement premier. Tu as besoin de te construire toi. Tu as besoin de te construire toi, exactement, avant de redistribuer de l'émotion. Tu le prends dans un premier temps et tu en donnes par la suite. Et tu as ce décalage-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans des relations entre les grands-parents et les petits-enfants, tu vas avoir du temps, parce qu'ils auront plus de temps, plus d'écoute, plus d'empathie, plus de douceur, plus d'attention à aimer, en fait, par rapport à ses propres enfants, parce qu'on les aura eu à un âge de la vie où on était souvent dans l'âge de Mars, de la guerre, ou l'âge du soleil, où tu recherches ta lumière, tu vois. Ah, c'est beau, c'est pour ça que certaines relations grands-parents, petits-enfants sont si riches. Il y a autant d'amour, quoi, aussi. Exactement. Et de la même façon, si tu as des enfants un peu plus tardivement, statistiquement, parce qu'il y a toujours des profils individuels, tu auras plus d'écoute, de bienveillance, d'affection, de réconfort et d'aisance à tout niveau. Maturité émotionnelle, en fait, aussi, quoi. Bien sûr, tu auras plus d'intelligence émotionnelle. Et pour finir, est-ce que toi, tu aurais identifié certaines problématiques ou en tout cas des choses, des schémas récurrents que tu vois à travers ces 35 000 consultations que tu as pu faire? Est-ce que tu as identifié vraiment, mais ça, j'ai l'impression que ça vient à tous les coups, quoi. En fait, des questionnements. Le questionnement, en fait, le mal du siècle, je dirais, c'est d'équilibrer besoins moyens à travers tous les idéaux qu'on peut voir passer, tu vois, les couples sur Instagram, les couples, voilà, ils sont tous beaux et élégants, bronzés, en vacances avec plein de sous, plein de jolies voitures, du soleil et de la mer, et ils ont des physiques de dieux grecs. Et nous, se désinfluencer, en fait. Exactement. Et nous, pauvres mortels, qui avons des vies normales, on essaye de faire au mieux. Et tu vois, cette part d'idéalisation-là, elle est tueuse, indiscutablement. Et puis, c'est aujourd'hui, rencontrer quelqu'un, c'est compliqué. Tu vois, j'ai aussi, ça, c'est une vraie problématique auquel je suis confronté. C'est-à-dire que j'ai, encore une fois, 80% de femmes qui arrivent autour de la cinquantaine en général, et qui me disent, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Moi, j'en sais rien si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. En revanche, je peux donner des tuyaux sur comment, ce qui correspond à vos besoins, sur essayer ce qu'il faut mettre en lumière en priorité, les trucs sur lesquels il ne faut pas polariser, et surtout, peut-être qu'effectivement, comme les réseaux aujourd'hui c'est important, peut-être qu'il faut un peu s'apprivoiser les réseaux, parce que ça aide beaucoup. Parce que j'ai lu une étude là-dessus, une étude qui a été faite aux États-Unis sur les rencontres. Les rencontres, c'est amusant. Pendant à peu près un siècle, l'étude elle traîne sur un siècle, tu as 4 postes fondamentaux, 4 endroits, 4 sélections à partir duquel tu rencontrais ton conjoint. C'est la famille, les amis, le travail, les études. En gros, c'était ça aussi entre 20 et 30% à chaque fois, en fonction des périodes. Voilà les 4 vecteurs. Et puis depuis 2005, ces 4 vecteurs-là, sur la courbe, ils sont en décroissance nette, c'est 4. Hein, et les réseaux sont en montée verticale. Donc aujourd'hui, il n'est pas incohérent d'élargir son périmètre relationnel à travers les réseaux sociaux et amoureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre statistique, par exemple quand tu vis dans une grande ville, qui laissait apparaître que tu peux avoir un ami d'enfance à 2 pâtés de maison de chez toi, et tu as, sur un plan purement statistique, une chance de le croiser de façon naturelle qui est de l'ordre de 1 tous les 25 ans.
Et il est très fréquent dans mes demandes de clientèle de me dire oui, mais moi j'aime bien, je veux le rencontrer, je veux que ça flash, je veux que c'est le coup de foudre, je veux que ça soit une sorte de c'était lui, c'était elle. Ah oui, il y a la croyance de l'évidence. La croyance de l'évidence de la rencontre fortuite. Ouais. C'est une erreur stratégique fondamentale dans le monde d'aujourd'hui. Après, j'ai une approche plus subtile dans ce que je propose. Je leur dis, écoutez, connectez-vous, allez prendre un café, un thé, éventuellement déjeuner, dîner si vous êtes motivé avec Pierre, Paul ou Jacques qui seront sur les réseaux. Au moins, vous verrez quel Bobine il a, s'il est sympa ou pas, ça vous changera les idées, vous allez voir des gens différents. Ouais. Et si lui ne vous plaît pas, il y aura, si vous êtes suffisamment amis potentiellement avec, parce qu'il y a des affinités humaines au-delà des affinités affectives, il y aura obligatoirement dans son réseau personnel des gens qui pourront vous intéresser. Ouais, c'est une porte d'entrée en fait. C'est une porte d'entrée dans un nouveau micro-univers, une nouvelle forteresse, parce qu'on a tous 2-3 amis d'enfance, une dizaine de copains amis, une vingtaine ou une trentaine de connaissances, donc on a des périmètres autour de nous. Ouais. Oui, donc ça peut être effectivement, si on reprend l'exemple des dates, en fait, je vais faire un date avec quelqu'un, cette personne, elle me plaît pas forcément, mais j'aime bien ses valeurs, etc. Donc forcément, elle sera entourée de gens qui ont les mêmes valeurs, donc ouais. Tu le tiens. T'as donné un bon hack là, parce que vraiment c'est une discussion qu'on avait avec des copines, mais c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on rencontre, parce qu'en plus quand on sort, nous, on veut juste s'amuser, on n'a pas forcément envie de. Alors il y a plein de pièges là-dedans. Tu as tous les affreux qui disent mademoiselle, que vous êtes jolie, ça c'est leur. Ouais, ça c'est. Oh, si c'était ça, on prendrait plus. Ça c'est terrible. Et en général, quand on sort entre copines, c'est vraiment le type qui va oser affronter tous les regards des copines qui sont en train de rigoler, de papoter. Je peux te dire que c'est du 1%, les mecs qui seront assez culottés pour franchir l'étape du regard. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y en a, ils sont culottés quand même, mais ils n'ont pas le tact. Et paradoxalement, les plus culottés sont en général ceux qu'il faut fuir comme la peste et le choléra. Ah, bonne information, les filles. C'est redoutable, ça. Plus un type est culotté dès le départ, plus il sera culotté dans sa vie avec toi. Plus il est sans gêne dès le départ, plus il va t'en faire voir de toutes les couleurs. Ouais. Il va te piquer ton blé, il va te tromper, il va te mentir. Non, pardon, j'exagère le raisonnement. Mais plus il est intrusif, il t'envoie tous les signaux dès le départ qu'il faut le fuir, que c'est un nid d'ennui incommensurable. Je n'ai jamais vu, ou pratiquement jamais vu, le type qui est intrusif et fonceur qui va te respecter sur la durée. Il te donne déjà sa nature de personnalité. Donc, tu vois, c'est antinomique. Ouais, c'est faire confiance, en fait, aussi aux premiers signaux. Et... Voilà. Mais entre les seuls qui vont venir te voir si tu es avec un groupe de copines, ça sera ces mecs-là. Donc, tu vois, ça tronque. Le type qui est discret, posé, équilibré et gentil, si tu lui donnes pas un indice, jamais il osera se bouger. Il y a de plus en plus de filles qui font le premier pas. Mais c'est intelligent. Il y a des cultures. Et il y a des cultures où c'est carrément ça, mais je crois que c'est en Finlande. Oui, au Japon, je crois aussi. Enfin, il y a des endroits où c'est beaucoup plus marqué. C'est les femmes en fait qui font les premiers pas. C'est bien. Mais c'est l'évolution, et puis elle est très saine, surtout avec les mouvements auxquels on a été confrontés. Il y a quand même beaucoup de types qui sont des grossiers personnages, tu vois, ils font du mal à toute la population masculine. Non, mais on retient que c'est toujours les 5% de problèmes qui constituent. Un bruit qui tombe, c'est quoi? C'est un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit que 100 arbres qui poussent. Ah, c'est intéressant, elle est très jolie ton image. Tu connaissais pas? Non. Ah, mais je suis contente de t'avoir appris quelque chose après tout ce que tu nous as appris. Est-ce que tu verrais quelque chose d'important à rajouter ou en tout cas quelque chose qui peut-être qui te tiendrait à cœur sur ce sujet de l'amour, de la relation, du lien? Ça, j'avais appris ça en philo. Il arrive un âge de maturité où tu prends conscience que c'est à toi de créer ta propre lumière. Tu vois, de plus attendre d'être éclairé par qui que ce soit. Je ne dis pas prendre toute la lumière, surtout pas. Mais c'est à toi d'exprimer tes attentes, tes envies, tes désirs, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, d'être ni trop affirmé, ni trop effacé. Tu vois, c'est un jeu d'équilibre à chaque fois. Bien se connaître, c'est la clé. Et puis, je crois énormément dans la qualité des affinités humaines, relationnelles et intuitives. Ouais, pour mieux connaître les gens. Et finalement, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ton histoire et toi, comment tu t'es servi personnellement aussi de l'astrologie, dans notre premier épisode qu'on avait fait ensemble, tu nous partageais pas mal comment, en fait, finalement, toi, l'astrologie t'a permis de mieux comprendre le monde et les gens. Oui, absolument. Et toi-même. En fait, pour l'anecdote, on est de la Vierge tous les deux. Et comme la Vierge, c'est un signe gouverné par Mercure, donc c'est un signe qui absorbe beaucoup d'informations, qui les trie. Pardon. Et on n'est pas des signes dominants.
Du tout, nous, on est des neutres. C'est-à-dire qu'on n'est ni dominant ni dominé, tu vois, on est des neutres. Donc, du coup, comme on chope plein d'infos, il faut faire du tri. On s'annule. On s'équilibre, en fait. Donc, si on tombe, et comme on est adaptable comme Mercure l'est, on peut s'adapter à tout le monde. La question, c'est combien de temps ? Si on tombe sur des profils solaires, on va être des petites souris, mais on va s'en bouffer, donc il y a un moment, on va saturer. Si on tombe sur des profils guerriers, ils vont nous stresser, donc on va finir par se barrer parce qu'on va être parano. Si on tombe sur des profils vénusiens, une fois qu'on a bouffé 3 tartes à la fraise, au chocolat, à la pistache et tout ce qu'on veut, on aura pris 20 kilos, mais on n'aura pas avancé, tu vois. Si on tombe sur d'autres mercuriens, on va parler pendant des heures, ça on va jamais s'ennuyer, tu vois, mais il faut qu'on soit un peu concret, tu vois. Donc si on tombe sur des saturniens, ils sont dépressifs chroniques, donc ils vont nous refiler leur dépression, c'est pas terrible. Ouais, non, c'est comment après équilibrer et peut-être aussi dans son entourage réussir à trouver différents profils qui viennent nourrir les différents endroits pour qu'on puisse être complet et épanoui. C'est exactement ça. Donc l'intelligence du cœur, j'y crois beaucoup. Avec les années, pas polarisé sur le physique, sauf si vraiment il y a un trop gros décalage. Travailler sur les valeurs humaines, travailler sur la communication et surtout la cerise sur le gâteau, la gentillesse, qui est à mon sens la noblesse de l'intelligence. Ouais. Et aussi, je crois que le fait de parler d'un rythme lent, ça te parlait beaucoup. Absolument, aussi. c'est la clé sur laquelle on a amorcé. Prendre le temps de bien faire les choses. Il y a un adage que j'adore, qui consiste à dire « Le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui ». Pas mal celui-là. Ouais, il donne matière à méditer. Ouais. Bon, sur ces belles paroles, j'utilise 2 questions qui permettent de clôturer à chaque fois les épisodes. La première, c'est de te demander si tu as envie de nous partager des ressources sur, par exemple, l'amour, le sujet de l'amour. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur l'astro, il y a ton compte Insta, il y a ta formation pour ceux qui veulent se former. Oui. Il y a ta chaîne YouTube où il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des livres, toi, qui t'ont touché ? Moi, je pense aux 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je ne connais pas, mais je suis sûr que ça doit être passionnant. Ok, ça permet de comprendre les différents langages de l'amour. Est-ce que tu es plutôt kinesthésique ? Est-ce que c'est plutôt des démonstrations avec des cadeaux, des moments de qualité, etc. Et le fait de mieux connaître ça pour soi, ça permet de mieux pouvoir les exprimer à l'autre. Parce que si tu es quelqu'un qui montre l'amour beaucoup en faisant des câlins, mais que la personne, c'est à travers les cadeaux, tu auras beau la câliner toute la journée, tu lui offres pas de cadeaux, elle n'aura pas l'impression d'être aimée, quoi. C'est tout à fait cohérent, absolument. Donc, est-ce que toi, il y a des ressources comme ça qui te... je changerai de périmètre. Où j'ai des bouquins très techniques, comme André Barbeau, Pratique d'astrologie, qui est à mon sens la Bible dans le domaine, ou alors il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, c'est Christophe André. Ouais. J'adore Christophe André. Tu as tous ses bouquins là-haut dans la biblio. Ah, effectivement. Cyrulnik aussi, sont des gens passionnants qui travaillent sur ton histoire, tu vois, sur la résilience. Mais je suis plus tourné psycho, plus psychanalyse, tu vois. J'adore Jung aussi. Moi, les mystères de l'inconscient chez Jung, il a fait des choses formidables. Ouais. Et puis je me sers de la grille de Freud, la fragmentation tripartite de l'esprit, qui rentre complètement dans mon schéma. La maison freudienne, le toit, le corps central, la câble, le surmoi, le moi et le ça. Ce que j'appelle l'ascendant, le soleil et la lune. Tu vois, tout ça se marie en fait. Ouais. Ce sont que des connaissances qui se croisent. Ma dernière question, tu sais, mon podcast qui s'appelle Ma Terre Happy. Pour toi, Jean-Yves, c'est quoi une Terre Happy ? Une thérapie, c'est déjà avoir pour priorité de ne plus être tributaire de besoins fondamentaux. Ça, c'est la pyramide des besoins d'Abraham Maslow qui séquence en 5 strates, besoins fondamentaux, sécurité, socialisation, self-esteem, autoréalisation. Donc, on ne peut pas tous être en autoréalisation, mais au moins, plus on va être avoir comblé les besoins fondamentaux, et moins il y a d'agressivité, moins il y a de tension, d'envahissement, de mauvaises énergies et de conflits et d'énergie comme ça. Donc, peut-être qu'on est trop nombreux, c'est une hypothèse. Tu vois. Mais dans tous les cas, résoudre les problèmes de besoins fondamentaux de survie me paraît la priorité des priorités. Voilà. Pour être heureux. Pour être heureux. Ok. Merci beaucoup pour ce moment, Jean-Yves. Et merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Si vous en voulez plus, on a enregistré un épisode il y a 1 an et demi à peu près ensemble. Vous aurez toutes les infos en description.